Bonjour, nous sommes le 12 juin, il est 16h30. Goliath pleure pour sa promenade. Voilà Goliath. Eh oui. Voilà Oxo. Allez Goliath, viens. Voilà le nommé Oxo. Et donc, vous voyez bien là, oui. Hein. Et donc, il passe par le petit trou. Comme on dit jamais 203, voilà la pouloute. Mais vous savez qu'il n'est pas du tout question ici de parler d'animaux. Je ne parle pas d'animaux, jamais. Et donc, nous entrons dans le vif du sujet aujourd'hui. Et où les échauffements de rouler-boulet ont déjà lieu, mais ce n'est qu'un échauffement. Mais il ne s'agit pas ici de rouler-boulet, il s'agit ici tout simplement aujourd'hui de parler de l'iode. Le problème, c'est qu'il y a du vent. Bon, je vais faire ce que je peux. Quand je tiens comme ça le téléphone en main, c'est très difficile de mettre une bonnette anti-vent parce que ça complique vraiment la manipulation. Voilà le roulé-boulet concurrent. Et ça part fort aujourd'hui, les roulés-boulets. Hein, vous avez vu ça? Mais c'est une petite pouloute de roulé-boulet. Oh oui, mais... Ah ben oui, mais écoutez, elle n'a pas pu s'exprimer la semaine dernière. Voilà. Oxo Goliath qui prend la tangente. Pas par là. Allez, pouloute, viens. Pouloute. Bon, ok. Il n'est pas donc question d'animaux. Ouf, il est en train de détruire le jardin de la voisine. On va vite déguerpir parce que je sens que je vais avoir tous les voisins sur le dos. Déjà que je vais piquer leur chat. Bon, donc, le sujet du jour, c'est l'iode. Et oui. Et c'est un peu en parallèle à ma vidéo sur le fer. Donc, je vous incite, si vous n'avez pas vu, à aller voir cette vidéo sur le fer, parce que c'est un peu le même principe. Ce sont des courbes en U. Ok, trop peu, pas bon, trop, pas bon. Bon, maintenant, chaque élément a ses spécificités. Hein, donc, l'iode, évidemment, n'est pas du tout dans les mêmes rôles physiologiques que le fer, mais le principe est le même. Trop, problème, trop peu, problème. Et c'est pour ça que sur le cartouche que j'ai prévu, je n'ai pas encore fait, mais j'ai déjà une idée notamment du sous-titre, il y a matière à controverse. Mais on va y venir plus loin dans la vidéo. J'espère que j'aurai le temps de tout couvrir parce qu'il y a beaucoup à dire. Alors, peut-être une petite introduction de rappel sur le fer, vu qu'on a une similitude ici de circonstances. Pour tous ceux qui me posent des questions sur leur statut en fer, il y a quand même beaucoup de questions dont la réponse se trouve dans la vidéo. Hein. Alors, écoutez, c'est un peu technique. En fait, l'iode est plus simple. Le fer est plus technique parce que pour avoir une bonne évaluation du fer, typiquement, vous trouvez, quand c'est un bilan complet de type médecine fonctionnelle, vous trouvez 4 valeurs, 4 paramètres. Le fer sérique, mais c'est loin de vous donner tous les éléments. Le Total Iron Binding Capacity, TIBC, dont vous n'avez pas besoin, mais qu'on vous donne. Et alors, quand vous voyez que c'est bas, c'est la panique. Mais en réalité... Des très gros chiens de sortie. Ceux-là sortent rarement. Heureusement, ils vont dans l'autre sens, je vous les montre. Vous voyez, il y a 4 très gros chiens, c'est ceux qu'on entend toujours aboyer. Ouais, les animaux s'invitent dans mes vidéos, si vous voulez. C'est pas moi qui décide. C'est comme ça. Bonjour Goliath. C'est quoi ces gros chiens-là? C'est pas gentil, hein? Oh non, ils font beaucoup de bruit. Ah oui, tu les sens, hein? Ah, ben oui, ils sont là pas loin. Bon, avec ça, évidemment, mes chats, disparus. Hein. Enfin, vous avez eu droit à des roulés-boulets d'échauffement, donc... ah non, Oxo est là. Donc, TIBC, Total Iron Binding Capacity, vous paniquez parce que c'est bas, alors je reçois un tas de commentaires. Docteur Mouton, est-ce que je dois prendre du fer, n'est-ce pas? Et puis alors, bon allez, arrêtez, 2 lignes plus bas, vous avez le taux de ferritine
qui est beaucoup trop haut. Évidemment, non, vous ne devez pas prendre du fer. De toute façon, TIBC, vous oubliez. Okay, vous n'avez pas besoin de ça. C'est un élément de calcul. Alors, vous regardez le résultat du calcul, qui est la saturation de la transférine. Et ça, effectivement, ça doit être ni trop bas, ni trop haut. Je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque vous avez une vidéo qui détaille tout ça. Mais en gros, c'est bien d'être, on va faire simple, entre 30 et 40%. En dessous de 25%, déjà en dessous de 30%, c'est limite, en dessous de 25%, ça ne va pas. Mais au-dessus de 45%, ça commence à devenir un peu limite pour donner du fer. Moi, je n'en donnerai pas, certainement pas au-dessus de 50%, parce qu'alors vous provoquez une augmentation du fer libre. Et ça, c'est pro-oxydant. Okay, voilà, c'est un petit rappel sur le fer. Comment est-ce qu'on va doser l'iode? Bon, ça, c'est beaucoup plus simple, tout en étant quand même exigeant. Pourquoi? Parce que le fer dans le sang, moi je n'y crois pas, c'est pas fiable. Il y a des labos qui vous le proposent. Moi, je n'adhère pas à ça. Je ne pense pas que ce soit scientifiquement validé. Le fer dans le sérum, bye bye. Le fer, l'iode, nous sommes sur l'iode aujourd'hui. L'iode dans le sérum, pas bon. Ce que vous entendez, ces chiens là, c'est infernal. Hein. Goliath aboie très très peu. Hein. Il est bien éduqué. Et alors, pas d'iode dans le sérum. Alors, l'iode dans les cheveux, c'est une farce parce que, bon, déjà, pour vous donner quand même une idée, au Royaume-Uni, les médecins qui prescrivent des analyses de cheveux se font suspendre 6 mois, donc plus de licence pendant 6 mois. Donc ça vous donne une idée de la réputation qu'ils donnent à cette analyse. Bon, je ne suis pas contre, mais vous savez, ce qu'il y a dans les cheveux, c'est ce qui est éliminé par l'organisme. Alors, bon, vous me direz, c'est la même chose dans l'urine, mais l'organisme va stocker dans les cheveux des choses qu'il veut absolument éjecter. Et l'urine, c'est plus un trop-plein, ou l'urine, c'est plus un reflet indirect de ce qu'on a comme réserve. S'il y a un déficit urinaire, il y a des chances qu'il y ait un déficit global. C'est d'ailleurs, pour revenir à notre sujet qui est l'iode, exactement ce qui se passe pour l'iode. On se sert des valeurs urinaires. Bon, on a toute une banque de données de référence. Les labos fonctionnels font beaucoup d'iode sur les urines de 24 heures. Et donc, c'est là qu'il faut aller doser l'iode sur un échantillon d'urine de 24 heures. Alors, pour la méthodologie sur les urines de 24 heures, en général, on conseille de ne pas prendre la première urine du matin parce qu'elle reflète les urines de la nuit précédente. Et puis, on garde toutes les urines de toute la journée, de toute la nuit s'il y en a pendant la nuit. Et on garde la première urine du lendemain matin parce que ça clôture les 24 heures et ça correspond à la nuit qui fait partie des 24 heures. Donc on ne prend pas les 2 premières urines du matin parce que ça fait plus que 24 heures. Okay, bon, alors l'intérêt des urines de 24 heures, c'est qu'on a une quantité sur 24 heures qui, elle, est vraiment référencée et fiable. Si vous faites le dosage de l'iode sur un échantillon aléatoire d'urine, ce que certains font, bon, c'est peut-être mieux que rien si vous n'avez rien d'autre. On va probablement voir un gros déficit, mais ça peut être masqué par une hydratation insuffisante. Vous avez des urines concentrées, vous avez l'impression que la concentration d'iode est bonne, mais en réalité, c'est artificiel parce qu'il y a trop peu d'urine. Donc, si vous rapportez ça à 24 heures, vous aurez un déficit d'iode. Donc, franchement, il n'y a pas 36 solutions pour faire quelque chose de correct. En médecine fonctionnelle, on demande des urines de 24 heures. J'ai déjà dit ça dans une vidéo antérieure, mais vous savez, demander aux patients de récolter des urines de 24 heures, c'est intéressant. C'est gratuit. Ouf, le vent. Oxo, allez, viens, parce qu'il y a trop de vent, là, par là. Goliath, venez par ici, on sera abrité. C'est gratuit. Bon, ça vous
coûte rien de récolter des urines 24 heures. Il n'y a pas besoin de bidon spécial. Vous prenez un récipient en plastique ou en verre propre. Ça n'a pas besoin d'être stérile. Segundo, je trouve moi que c'est un bon filtre. Ça élimine les patients qui ne sont pas motivés. Regardez quel endroit. Hein. Évidemment, les chats aiment bien aussi l'endroit. Hein. C'est d'ailleurs ici qu'ils ont leur roulé boulodrome. Un roulé boulodrome, c'est une espèce d'aire particulière réservée au championnat de roulé boulet. Nous verrons si nous avons droit aujourd'hui, mais c'est un peu plus loin. On va voir. Donc, cette récolte d'urine de 24 heures va vous éliminer des gens qui n'ont aucune motivation. Moi, je dis, un patient qui n'est pas foutu, excusez-moi, hein, qui n'est pas foutu de récolter ses urines pendant 24 heures, qu'est-ce que vous voulez qu'après il aille appliquer vos conseils et vos traitements? Bye bye. Hein, il va continuer à manger son petit déjeuner à la française, croissant confiture. Oh, j'ai plein de trolls encore qui m'attaquent sur le profil Facebook, plutôt sur la page Facebook, parce que j'ai osé critiquer le petit déjeuner à la française, croissant confiture, qui serait très bon pour les gosses, paraît-il. Ah, bon, ok, j'ai appris quelque chose d'intéressant. Oui, très bon parce qu'on y ajoute un bol de chocolat chaud. Oh, et un fruit pour finir. Et alors, avec ça, ils sont parés pour aller à l'école. Bon, eh bien, tant mieux pour eux. Donc, iode sur urine de 24 heures. Alors, je ne donne pas de valeur. On me demande toujours quelle est la valeur. Ben, écoutez, ça dépend du labo. Allez voir dans le labo qui fait vos tests. Les labos ont des références étudiées pour vous donner, voilà, c'est ici le roulé boulodrome, donc ça commence. C'est toujours au même endroit, en fait, vous voyez. Ah, voilà, je ne vous montrerai pas bien. Voilà, donc, il y a un avantage poulout. Hein. Et alors, Oxo, à mon avis, se dit, bon, aujourd'hui, les roulés boulets, il fait quand même fort chaud. En plus, c'est vrai qu'avec l'avance que cette poulout prend, on dirait qu'Oxo s'y met. Roulé boulet ici. Oui. Hein, Oxo? Oui, mais là derrière, c'est le record du monde est en vue. Là, il y a le Guinness Book of Records. Bon, écoutez, on ne peut pas parler d'animaux, c'est un peu embêtant. Donc, cette valeur de référence, ces valeurs de référence, bon, ben écoutez, vous vous tenez à ce que le labo vous dit, ok? Et bon, là, je n'ai pas d'exigence particulière. Il faut être dans les valeurs de référence. Tiens, ma poule, tu as vraiment gagné par KO, là. Écraser le record du monde des roulés boulets. Tu es la championne des roulés boulets. De toute façon, Oxo, lui, est tapi dans les grandes herbes. Qu'est-ce que c'est que ça pour ces bestiaires? Évidemment, et Goliath a foutu le camp. Bon. Il y a toujours le même cirque ici. Hein, donc, il faut être dans les normes. Voilà. Tant que c'est dans les normes, c'est bon. Oh, une rebelote. Tant que c'est dans les normes, c'est bon. Il ne faut pas être en dessous des normes. Alors, est-ce qu'on peut être au-dessus des normes? Oui. Ce n'est pas vraiment un problème. Il faut encore savoir comment, parce que nous allons venir au traitement. S'il y a un manque d'iode, je suis pour les traitements. En général, je prescris des produits buvables ou gélules, essentiellement à base de kelp, hein, qui est quand même la source la plus courante, la plus naturelle d'iode pour la supplémentation. Mais il y a un point important ici à discuter. Est-ce qu'on supplémente ou est-ce qu'on recommande l'alimentation riche en iode? Mais ça dépend des cas. Où on a un petit problème avec cette iode, c'est quand il y a une thyroïdite auto-immune. Or, c'est très courant et je profite de l'occasion
pour vous dire, beaucoup d'entre vous ne l'ont toujours pas fait, alors que je l'ai déjà dit, si vous avez écouté les vidéos, beaucoup parmi vous écoutent beaucoup de vidéos, donc je l'ai déjà dit, vous ne l'avez pas fait, il faut faire tester vos anticorps anti-thyroïdiens, anti-TPO, anti-TPO, thyroperoxydase, anti-thyroglobuline, voire, si possible, anti-récepteur à la TSH, mais enfin, si vous avez déjà les deux premiers, c'est déjà bien. Et certains d'entre vous ne sont pas au courant, mais ils ont une thyroïdite auto-immune sans le savoir, ce qui ne va pas nécessairement altérer vos valeurs thyroïdiennes, mais c'est important de le savoir. Notamment pour la correction d'un éventuel déficit en iode, parce que, et là c'est là que c'est vraiment intéressant, même fascinant je dirais, corriger un déficit en iode sur un terrain de thyroïdite auto-immune va diminuer le risque que cette thyroïdite auto-immune fasse des dégâts au parenchyme thyroïdien, donc il faut le faire. Mais, voyez-vous, là, il vaudrait mieux le faire par l'alimentation. Parce que par la supplémentation, c'est trop brutal. Et la littérature, j'ai encore vérifié avant de démarrer mon shooting ici, pour être certain de mon coup, parce qu'il y aurait pu y avoir de nouveaux articles. Ça faisait un certain temps que je n'avais pas vérifié ça, peut-être 2-3 ans, donc ça évolue, hein, tout ça. Et il n'y a rien de vraiment nouveau, il y a des nouveaux articles, mais ces articles vont exactement dans le même sens que les précédents, c'est-à-dire qu'il y a un risque à donner trop d'iode en cas de thyroïdite auto-immune. Il ne semble pas y avoir de risque à conseiller l'iode alimentaire. Si vous voulez, quand ça vient par l'alimentation, l'organisme module son absorption et les doses ne sont pas comparables à ce qu'on a tendance à donner dans des gélules ou dans des gouttes. On va parler des produits après, parce que ça c'est très important aussi. Donc voilà, thyroïdite auto-immune, déficit en iode, recommandations alimentaires. Alors, vous pouvez télécharger de mon site internet, j'ai une liste spécifique que j'ai intitulée volontairement Sea Vegetables. L'idée, si vous voulez, c'est que il y a les légumes de terre pour manger avec la viande, par exemple, et les légumes de mer, les Sea Vegetables, pour manger avec les poissons et les crustacés. Bon, les Sea Vegetables, c'est des algues, hein. C'est un nom un peu sophistiqué pour... Ouais, les chats sont planqués dans l'ombre, ils ont bien raison. C'est des algues, ok? Et donc, vous demandez ça à votre poissonnier. Vous pouvez acheter du tartare d'algues, qui est bien en magasin bio. C'est une espèce si vous voulez, de confiture d'algues, mais qui n'a rien de sucré, hein. C'est un mélange d'algues et de cornichons, de petits oignons, des choses comme ça, c'est pas mal. Il y a aussi la salade du pêcheur, qui sont des algues de différentes couleurs séchées, qui est sympa, qui peut s'ajouter à une salade normale, ou puis qui peut se mettre effectivement dans le cadre de plats à base de poissons ou de coquillages, etc. Donc, tout ça, ce sont les... Ah oui, il y a aussi des copeaux de kelp, vous voyez, qu'on trouve... Je pense qu'il y a un produit allemand de chez Vogel qui est spécialisé pour les... Oui, il y a du vent ici. Spécialisé pour la phytothérapie. C'est des copeaux de kelp avec lesquels vous vous assaisonnez à peu près n'importe quoi. Et tout ça, ça vous fait de l'iode. Et puis évidemment, quand vous utilisez du sel en cuisine, vous prenez du sel marin qui est naturellement iodé. Vous ne prenez pas du sel iodé, parce que ça c'est du sel chimique auquel on ajoute de l'iode chimique. Non. Ah, voilà où c'est du... Vous prenez du sel, je conseille toujours le sel de Guérande. Je vous garantis que je ne touche pas de commission de Guérande. Et je dois acheter mon sel de Guérande. Mais voilà, c'est un que je connais, mais il y en a évidemment
d'autres, je crois qu'il y en a de l'île de Noirmoutier, j'ai vu aussi, enfin je connais pas bien la Bretagne, je voudrais la connaître mieux d'ailleurs, mais il y a plein d'alternatives évidemment au sel de Guérande. Donc ça c'est pour les apports alimentaires. Je vous rappelle quelque chose d'autre que je vous ai déjà dit, c'est que au Japon, les gens mangent beaucoup plus d'iode que chez nous, et c'est très sain, ça réduit les risques de cancer du sein, ça réduit les risques de cancer de la prostate de manière extrêmement spectaculaire. Mais tout ça, c'est l'iode alimentaire. Okay, l'iode prescrit, notamment par nous, médecins fonctionnels, ou par les thérapeutes qui pratiquent une forme de médecine fonctionnelle. Bon, il faut faire attention. Moi, je prescris des produits qui contiennent des microgrammes d'iode. Mes collègues, certains font comme moi, bon, notamment ceux que je forme, je pense, j'espère, mais beaucoup de collègues, et attention, je dis c'est une controverse, je n'ai pas dit que, je ne sais pas qui a raison, mais beaucoup de collègues prescrivent de l'iode surdosé, hein, où les doses s'expriment en milligrammes, pas en microgrammes. Ouf, il fait chaud, hein, Goliath. Allez, viens, on va descendre parce qu'il fait trop chaud. Trop de soleil. Viens, on va aller vers les chats. Oui, non, c'est pas bien ici. Il y a trop chaud, trop de vent. Allez, vite. Donc, milligrammes. Vous savez, les microgrammes, c'est des doses nutritionnelles. Moi, je travaille en doses nutritionnelles. Les milligrammes sont des doses pharmacologiques. Les doses pharmacologiques... les gars, il faudrait un soutien scientifique, il faudrait des références de la littérature. J'ai regardé par la même occasion, donc tout à l'heure, quand j'ai voulu bien bétonner ce que j'allais vous raconter, moi je ne trouve pas, mais j'ai peut-être pas bien vu, je sais peut-être pas trop où il faut chercher pour des doses pharmacologiques de supplémentation en iode. Moi, ces doses en milligrammes sur PubMed, je les vois pas. Or, on m'attaque, on me nargue un peu, ce que je n'aime pas vraiment beaucoup, pour certains thèmes, notamment ApoE, où, soi-disant, je n'aurai pas de références scientifiques. Je suis vraiment désolé, il y a énormément de références scientifiques sur le génotype ApoE. ApoE 4, bon, ApoE 2, non, ou très peu, on va dire non. D'accord, mais l'ApoE 2, c'est pour le confort digestif, c'est pour tous ces gens qui ont des gros problèmes digestifs, qui mangent des hydrates de carbone et qui iraient beaucoup mieux s'ils réduisaient très fortement ces hydrates de carbone parce qu'ils sont O2. Mais si vous voulez, ça c'est de la clinique, c'est de la gestion clinique. Mais sur l'ApoE 4, les preuves scientifiques sont là, elles sont énormes. Alors, si vous voulez bien, ne venez pas m'enquiquiner avec les références ApoE 4. Hein. Alors, on peut s'étonner que je ne donne pas les références dans mes vidéos. Bah oui, bah alors, je sais pas moi, écoutez, alors oui, on se verrouille sur mon ordinateur et je vous montre les références sur l'écran de l'ordinateur. Et alors, bon, oui, là, je peux vous montrer des références, mais je ne sais pas vous montrer des références PubMed quand je me balade dans l'environnement. Vous préférez pas un peu voir ça que des références PubMed qui existent et qui sont faciles à aller chercher, clic, clac, clac, hein, Google, PubMed, vous les avez vos références. ApoE 4, elles y sont toutes. Alors, avant de critiquer ou de faire le malin, eh bien, je vous propose d'aller voir par vous-même sur PubMed les vidéos nature où c'est vrai qu'on parle, non, on ne parle pas d'animaux, jamais, mais vous voyez ce que je veux dire, ne sont pas l'endroit propice pour vous déballer des références PubMed. Moi, j'attends les références PubMed sur l'iode à dose pharmacologique. Et je vous dis, j'espère que je vais recevoir des infos parce que c'est vrai que ces fortes doses d'iode ont des vertus thérapeutiques apparentes. Il y a des success stories, donc des
des beaux cas cliniques où les gens sentent mieux. Moi, j'ai beaucoup de patients qui me l'ont déjà dit. Ils prennent ça, on leur a conseillé ça. Ça leur fait du bien. Bon, oui, on ne peut pas nier les faits. Mais n'oubliez pas, c'est toujours le même problème. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. Donc, est-ce que je vais faire ça? Bon, d'abord, moi, j'attends des références, ok? Puisque, malgré certaines apparences peut-être trompeuses, je me tiens à une médecine qui est basée sur les preuves, sur des références scientifiques admises par tous, pas sur un livre, hein. J'ai un collègue, ami, David Brownstein, avec qui j'ai donné beaucoup de conférences aux États-Unis sur la thyroïde, qui est quelqu'un d'extrêmement brillant, et qui lui recommande l'iode à dose pharmacologique, et qui a mis au point un test où 97% des patients sont déficients en iode. Bon, là, je ne le suis pas, mon ami David. Mais sur ce truc de l'iode, mais c'est quelqu'un de très brillant, très intelligent, donc il y a quelque chose dans cette histoire d'iode. Il faut voir où on va mettre la limite, si vous voulez. Mais la limite doit intégrer le principe de base, primum non nocere. D'abord, ne pas nuire, parce que si vous voulez développer la médecine fonctionnelle, c'est ça mon projet, hein, ma société, FunMedDev, Functional Medicine Development. Si vous voulez développer la médecine fonctionnelle et que, même si c'est un cas sur 100, même si c'est un cas sur 1000, vous créez une hyperthyroïdie potentiellement délétère, ou vous aggravez une thyroïdite auto-immune en donnant de l'iode à mauvais escient, vous savez, c'est très contestable, hein, c'est de nature à nous décrédibiliser tout médecin fonctionnel que nous sommes. D'ailleurs, et ce sera ma conclusion parce qu'il reste très peu de temps, l'ordre des médecins anglais, du temps où j'étais encore registré chez eux, enfin registré c'est l'anglais traduit mais vous comprenez, m'a strictement interdit de donner de l'iode à tout patient qui a un problème de thyroïde. Et ça fait partie des guidelines NHS. Bon, alors entre ça, où on ne peut pas toucher à l'iode, même quand les gens ont des déficits documentés en iode et qui ont des problèmes de thyroïde, alors que c'est la première cause de goitre, et des collègues ici en médecine... Goliath, non. Non, pas par là, tu vas aller dans les vaches. Ici en médecine fonctionnelle, où certains donnent 100 fois plus d'iode que ce que moi je donne, la vérité, elle est peut-être au milieu, non? Qui sait? Voilà, à vendredi prochain. Merci de votre fidélité. Beaucoup à discuter sur ce sujet et j'espère qu'il y aura des commentaires et des discussions sur les commentaires YouTube. À bientôt. Bye bye.